L'art dans tous ses états, l'art en crise ou pas, c'est la question ce matin des Matins de France Culture, notamment à l'ouverture de la 39e FIAC. La FIAC bien connue de ceux qui fréquentent le Grand Palais depuis désormais assez longtemps, et tandis que les œuvres d'art, le marché de l'art, les vols même de tableaux font parler d'eux dans cette actualité, et y compris des projets de loi dont on voit qu'ils sont en train peut-être, qui sait, de tanguer, puisque vous le savez, le gouvernement a donc annoncé hier que les œuvres d'art ne seront pas soumises à l'impôt de la solidarité sur la fortune. Il faut attendre tout de même le débat et voir le vote aujourd'hui ou demain. Le monde de l'art, en tout cas, semble retenir son souffle à la veille de l'ouverture de la FIAC et pourra faire trinquer les coupes de champagne dans une joie habituelle. On a envie tout de même d'en savoir un peu plus sur l'état du coup de l'art contemporain en France et de son marché, notamment face à la crise. Faut-il se souvenir par exemple que les iris de Van Gogh, billet pris à 15 millions de dollars et adjugé 53 millions le 11 novembre 87, c'était quelques semaines juste avant le lundi noir au cours duquel Wall Street perdait près de 30% de sa valeur. Aujourd'hui, dans un contexte de crise encore plus accablant que celui des années 80, qui investit encore dans l'art? Quel est le rôle des musées, celui des galeries et des marchands d'art? Le public a-t-il changé? Et bref, l'art, est-ce que l'art rapporte toujours pour ceux qui spéculent dessus? Nous essaierons de répondre à toutes ces questions-là avec nos trois invités ce matin. Guillaume Siruty, bonjour. Bonjour. Président directeur général de Sotheby's France depuis 2007 et vice-président de Sotheby's Europe depuis octobre 2001. Jean Deloisy, bonjour. Bonjour. Le président du Palais de Tokyo depuis juin 2011, avec un Palais de Tokyo d'ailleurs toujours work in progress, très arty. Très arty, très actif. Mais qui sera et qui est, cela dit, d'ores et déjà, au fond, le plus grand musée d'art contemporain d'Europe. On n'est pas un musée parce qu'on n'est pas une collection, on est un centre d'art. On est le lieu où vivent et travaillent les artistes en fait. Voilà. Et puis vous êtes dans l'actualité avec une vente aux enchères de rien. Oui, le rien, c'est-à-dire l'esprit. Voilà, et le moment partagé avec des artistes. Nous y reviendrons dans un instant. Et pour nous accompagner, un homme de l'art, Jean-Christophe Castelin, bonjour. Bonjour. Le patron du Journal des Arts, qui m'épaulera dans toutes les phases d'ignorance sur le sujet. Vous consacrez notamment vos numéros du Journal des Arts de la semaine dernière et de cette semaine à la FIAC. Tiens, vous dites FIAC, l'antidote contre la sinistrose. Quelle sinistrose? La taxation des œuvres d'art à l'impôt sur la fortune semble abandonnée. Tout va bien, Jean-Christophe Castelin? Moi, je pense que c'est un peu un écran de fumée, cette taxation des œuvres d'art à l'ISF. On en parle beaucoup et je pense que c'est ce qu'on appelle en négociation le faux pivot. C'est-à-dire qu'on focalise l'attention là-dessus pour mieux faire passer toutes les autres mesures. Tout le monde sait, le gouvernement, les députés... C'est une cape de tauromachie. Moi, je le pense. Tout le monde sait que ça ne passera jamais. En revanche, ce qu'on dit peu, c'est que dans le PLF 2013, il va y avoir un alourdissement de la fiscalité de loi de finances qui va opérer une ponction de 5 milliards d'euros sur le revenu des ménages. Et savez-vous quel est le montant du marché de l'art en France? 2 milliards et demi, c'est-à-dire 2 fois plus que le marché de l'art. Donc je pense que c'est un peu un écran de fumée pour cacher d'autres mesures fiscales qui, je pense, vont avoir un impact sur le marché de l'art. Alors écran de fumée dans lequel ont foncé tout de même les grands patrons des grands musées, Jean Deloisy, parisiens. On a vu toute une cohorte de personnalités, d'Henri Laorette du Louvre, à Jean-Paul Cluzel du Grand Palais, à Stéphane Martin du Quai Branly, enfin d'autres encore, Guy Cocheval du musée d'Orsay, signer une pétition. C'est si rare de voir des grands patrons signer une pétition, qu'ils ont signé une pétition pour dire halte là, c'est taxer les œuvres d'art à l'ISF est une idée dangereuse. Et vous faites partie aussi de ces signataires, Guillaume Siruty. Non, je ne suis pas signataire. D'ailleurs, c'est pas vraiment une pétition. Je crois que c'est une lettre qu'ils ont adressée à leur ministre, Aurélie Filippetti, en disant à quel point cette proposition, si elle devait être votée, serait dangereuse. Et elle serait dangereuse, disent-ils, d'abord pour notre patrimoine, pour nos institutions culturelles, car, comme vous le savez, 90%, ou en tout cas une très grande partie des œuvres importantes qui se trouvent dans ces musées, le Centre Pompidou, le Louvre, le musée du Quai Branly, sont le fruit de dations ou de donations, c'est-à-dire de générosité des particuliers. Et donc ce que disent ces directeurs d'institutions, comme ce que disent les grands maires de France, comme ce que dit
encoeur toute la communauté culturelle, c'est que taxer les œuvres d'art à l'ISF, c'est dangereux, d'abord pour notre patrimoine. Oui. Alors, vous n'êtes effectivement pas signataire, de cette lettre, mais tout de même, votre article dans Les Échos reprend le combat dans le même ton. Taxer les œuvres d'art à l'ISF est une idée dangereuse et qui affaiblirait notre patrimoine artistique national. Expliquez-vous, Guillaume Cerutti. L'essentiel des enrichissements des musées en France provient de la générosité des particuliers, de la générosité des collectionneurs. Et donc si on taxe davantage les collectionneurs, on peut imaginer que le désir de collectionner va diminuer, que peut-être ils vont aller s'installer ailleurs, peut-être ils vont vendre leur collection, plutôt que, à un moment donné de leur vie, en faire don ou dation aux grandes institutions culturelles. Je vous donnerai un seul exemple qui est très parlant. Il y a eu récemment une donation très importante qui a été faite en France, c'est celle du galeriste Yvon Lambert, qui a donné une grande partie des œuvres de sa collection en vue de l'extension d'une fondation à Avignon. La valeur de sa donation est estimée à 100 millions d'euros. Le budget d'acquisition du Centre Pompidou est de 3 millions d'euros par an. Donc vous voyez à quel point c'est la générosité des collectionneurs qui enrichit nos musées et qui fait la force de notre patrimoine. Cela dit, parfois on soupçonne tout de même les collectionneurs d'art de ne pas seulement obéir à leur philanthropie naturelle, mais à se dire qu'au fond ça se fera quand même de la déduction sur les impôts. Personnellement, j'ai toujours eu affaire et je vois toujours des collectionneurs dont le moteur principal c'est la passion et le désir d'acheter des œuvres d'art. Je n'ai jamais vu quelqu'un collectionner ou acheter des œuvres d'art en se disant tiens, je fais une bonne affaire fiscale. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a le désir, la volonté, la passion d'acheter une œuvre d'art. Il se peut que de surcroît, si la cote de l'artiste évolue bien, ça se transforme aussi en une sorte de bon placement. Mais dans la plupart des cas, l'art n'est pas rentable. Toutes les études économiques montrent que l'art n'est pas un bon placement financier. C'est pour ces raisons-là que je n'ai pas vu votre nom, Jean Deloisy, sur la lettre des grands patrons de musées s'insurgeant contre ce projet de loi? Non, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler pas mal dans les médias également, et je partage totalement leur avis. Le monde de l'art est constitué pas seulement de grands fortunés, mais aussi d'artisans, de jeunes artistes, de personnes, donc tout un réseau de près de 100 000 personnes quand même, si on fait l'inventaire de tous les métiers qui gravitent autour de l'art, qui seraient incroyablement fragilisés si cette taxation avait lieu. Donc je partage à 100% l'impression que ce serait un appauvrissement réel de notre patrimoine et de la possibilité de donner. Il y a autre chose que le don, il y a l'œil. C'est-à-dire que on se rend compte que les grands collectionneurs ont une audace, une inventivité, une relation aux artistes qui parfois les rend plus audacieux que les grands conservateurs, et ils sont plus explorateurs et prennent plus de risques parfois que les musées. Des risques que les musées n'ont pas les moyens de prendre, ou peut-être pas la vivacité de prendre parfois. Et donc on a beaucoup d'exemples de collections d'avant-garde qui, 20 ans plus tard, ont paru beaucoup plus d'avant-garde que ce que nous avons acquis. Donc je pense qu'on a besoin de les favoriser. Guillaume Cerutti. À ce sujet, je voudrais citer un exemple qui vient de l'actualité. Sotheby's a mis aux enchères il y a quelques semaines la collection du collectionneur Marcel Briand. Voilà un homme qui a collectionné depuis 40 ans des artistes français, souvent à contre-courant, et qui, aujourd'hui, par le résultat de cette vente, a été consacré, et comme le disait Jean Deloisy, son œil, sa vivacité, son audace ont été récompensés, et se dire que cela pourrait être pénalisé par une mesure fiscale qui n'a aucun fondement, qui est en plus, on le dira peut-être, inapplicable, ça serait vraiment triste. Jean-Christophe Castellin, tout de même, comment démêler cette histoire? Évidemment, les réflexes et les idées reçues ayant la vie dure, on a vu tout de même beaucoup de commentaires à l'idée que finalement on abandonne cette taxe-là, que finalement on le faisait encore un cadeau aux riches. Est-ce que la collection est une affaire seulement donc de riches? C'est une affaire de passion, Jean Deloisy l'a dit. Je voudrais rajouter un argument à ce que disait Guillaume Cerutti sur l'enrichissement des collections publiques. Ce sont les expositions temporaires. Une grande partie des expositions temporaires dans les musées, et on sait qu'aujourd'hui il y a une profusion d'expositions temporaires, sont faites avec des œuvres qui sont prêtées par des collectionneurs privés. Vous imaginez un instant que si on devait taxer les œuvres d'art à l'ISF, une grande partie de ces œuvres d'art partirait à l'étranger et donc appauvrirait les expositions temporaires. Alors donc vous-même, patron du Journal des Arts, vous prenez position plutôt pour effectivement
défendre l'idée que le gouvernement doit abandonner ce projet de loi. Je pense qu'il faut l'abandonner, mais je pense, et je le redis, que les dés étaient déjà jetés et que cette décision n'interviendrait jamais. Alors cela dit, comment résout-on aussi quand même tout de même le soupçon de spéculation? Je vois bien, j'entends bien, Guillaume Ciruti, que vous défendez la passion, que Jean Deloisy défend l'immatériel, mais on sait bien comment au fond il y a ce petit jeu régulier de ceux qui achètent de l'art, spéculent dessus et profitent souvent notamment des musées, ensuite pour que finalement la cote monte. Tenez, regardez l'exemple de Richter qui a vendu, qui a été un Richter qui appartenait à Clapton, qui a été vendu 26 millions d'euros il y a 2 ou 3 jours. Eric Clapton avait acheté ce tableau il y a 10 ans pour 3 millions d'euros. Entre-temps, Richter passe dans les musées, notamment la très belle exposition au Centre Georges Pompidou, et du coup, quand on revend un Richter, il a pris un volume financier énorme. Il n'y a pas que de la philanthropie, dites-moi, dans cette histoire-là. L'acheteur, je crois même, du Richter dit au fond qu'il a plus acheté un placement financier qu'un tableau. Est-ce que vous pensez qu'Eric Clapton, au moment où il a acheté ce tableau de Richter, s'est dit « Tiens, je vais le revendre dans quelques années et je vais faire une affaire extraordinaire ». Non. Ce qui est important, c'est encore une fois l'instant de l'acquisition. Ensuite, à toutes les époques, le marché de l'art, surtout dans la partie contemporaine, a connu une variabilité très forte. Il y a des cotes qui se font, qui se défont, et c'est l'histoire, le temps long, qui vient reclasser la vraie valeur des artistes. Vous savez, il n'y a aucun jeu invisible, secret, d'entente plus ou moins entre surtout galeristes, musées et maisons de vente comme la vôtre. Quand une œuvre est vraiment désirée, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'entente. Ensuite, sur tous les marchés, il y a toujours des gens qui, effectivement, peuvent acheter et revendre rapidement et faire une bonne affaire au passage. Mais se dire que pour une toute petite fraction, car je vous confirme que c'est une toute petite fraction, qui touche assez peu d'ailleurs le marché en France, se dire que pour éventuellement cibler une toute petite fraction, on va appliquer une mesure générale qui va pénaliser tous les collectionneurs, et par là même nos institutions, c'est vraiment prendre une énorme massue pour atteindre un minuscule moustique. Cela dit, ce n'est pas tous les collectionneurs, Jean-Christophe Castellin. Il y avait tout de même une sorte de plafond pour cette taxation. De taxation de l'œuvre d'art, de l'œuvre d'art à l'ISF. Oui, il y a un plafond. D'ailleurs, on l'a dit, c'est une mesure. Un seuil, oui, voilà, il y avait un seuil. C'est une mesure qui ne va rapporter que quelques millions d'euros. Je rappelle encore une fois que dans la loi de finances 2013, le changement du barème de l'ISF doit rapporter 1 milliard d'euros à l'État. Je voudrais juste dire un mot à Guillaume Ciruti. C'est vrai que le Gerhard Richter de Clapton était un cas particulier qui touche une quinzaine de grands artistes dans le monde. On sait quand même que parfois il y a des galeristes qui rachètent en maison de vente leurs propres artistes pour faire monter la cote. Donc il y a parfois quelques instrumentalisations des ventes aux enchères pour favoriser la cote d'un artiste contemporain. Jean Deloisy. J'ai l'impression que derrière les 15 artistes dont nous parlons, et en fait il s'agit toujours, on oublie qu'il y a une sorte de volonté d'extension passionnante, je pense, de l'esprit en s'adressant et en essayant de capter le travail naissant de très jeunes artistes. Au fond, est-ce que je suis vraiment choqué qu'un jeune artiste un jour vaille un peu d'argent? Pas du tout. Je pense que c'est extraordinaire, ça soulève derrière soi d'autres générations. Et regardez la situation de la France. On n'est pas les premiers en Europe sur le marché de l'art. On a une place plutôt modeste, une place qui est en train de s'enrichir, de se développer, mais elle reste relativement modeste. Et on est en train de reconstruire 4 générations d'artistes qui commencent à avoir une vie internationale, qui commencent à avoir des soutiens. Et on a reconstruit une place qui était sinistrée de la France il y a 15 ans. Ceci grâce à des institutions, grâce à un marché un petit peu plus libéré, grâce à une qualité des artistes aussi. Et je pense qu'apporter un coup à cette reconstruction serait terrible, c'est-à-dire perdre la place centrale de la France dans le concert des nations. Quelle est aujourd'hui la première place dans le marché de l'art au monde? Ça reste les États-Unis. La Chine prend, paraît-il, une très grande place. Voilà, on dit que depuis 1 ou 2 ans, la Chine, en valeur échangée, aurait pris la première place devant les États-Unis, chacun occupant à peu près 30% du marché mondial. Puis ensuite, on a le Royaume-Uni et la France très loin derrière, avec 4, 5, 6%. Et moi, je voudrais dire, en relayant ce qu'a dit Jean Deloisy, que ce débat, au fond, illustre une nouvelle fois un paradoxe français.
On se plaint que nos artistes ne sont pas assez reconnus, pas assez défendus à l'international. On compare les cotes que certains artistes allemands, comme Richter, ou américains, ou anglais, comme Damien Hirst, peuvent atteindre en disant « mais alors nous, on est très très loin derrière, on est dans les classements complètement décrochés ». Et puis, au moment où, comme le dit Jean Loisy, progressivement, patiemment, depuis une dizaine d'années, parce que nous avions pris du retard et raté des échéances importantes, on reconstruit les choses, on fait tomber sur le débat, sur la place publique, cette idée saugrenue de taxer les œuvres d'art qui mettrait à mal tout l'édifice. C'est pour cela que vous partez, vous, en Chine, à Shanghai ? Non, nous sommes en ce moment en train de nous installer, à vrai dire, à Pékin, dans le cadre d'un accord que nous avons passé avec une société chinoise en vue d'essayer de vendre aux enchères en Chine continentale. Car actuellement, nous n'organisons des enchères qu'à Hong Kong. Nous ne pouvons pas vendre en Chine continentale. Et donc vous allez le faire ? Nous avons conclu une première étape de cet accord, nous avons tenu une première vente et nous allons continuer. Et tandis que vous vous amusez donc à faire des ventes dites imaginaires, Jean de Loisy. Je crois que ça correspond un petit peu à notre conversation. C'est-à-dire que sur les motivations d'acheter une œuvre d'art, la motivation profonde d'acheter une œuvre d'art, c'est de faire une expérience de soi qui nous amène vers des territoires de conscience qu'on n'avait pas jusqu'alors. Et au fond, ce qu'on a essayé de faire, nous, au Palais de Tokyo, c'est une vente parce qu'on a un modèle économique fragile. Et qu'il faut trouver de l'argent. Il faut qu'on trouve de l'argent. Et on a fait une vente qui a été non seulement drôle et spirituelle, mais je pense efficace pour notre budget. Et nous arrivons au terme de cette première partie. Un tout petit mot tout de même sur le vol à Rotterdam. Qui a intérêt à voler des tableaux comme cela, sachant que tous les professionnels disent qu'ils sont incasables nulle part, Guillaume Cerruti? C'est vrai que ces dernières années, on a vu des vols de ce type, et puis au bout de quelques années, les tableaux réapparaissent grâce à l'efficacité de la police, et puis parce qu'ils sont effectivement très difficiles à écouler ou à faire circuler sur un marché qui les surveille. Tous les grands pays sont dotés d'organismes spécialisés qui surveillent le trafic des œuvres d'art, qui suivent les œuvres qui ont été volées. Et donc voilà. Et donc ça ne sert à rien. On va voir ce qui se passe d'ici quelques années, mais tout ça illustre également... allez, finissez. Par parenthèse, la décroissance des moyens budgétaires dont disposent les musées en Hollande, qui est préoccupant. 8h17. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Je ne sais pas de quoi vous allez parler, mais vous m'annoncez que vous allez le faire en chanson, donc je vais me servir un petit café peut-être. Vous allez annuler mon effet de surprise, vous avez peur que je fasse pleuvoir, mais de toute façon il pleut déjà. Bah oui, vous pouvez y aller. Alors j'y vais. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. 'Cause I'm the taxman. Yeah, the taxman. Je traduis, mais vous la connaissez cette chanson, Marc. Si vous conduisez une voiture, je prélève un impôt sur la rue. Si vous essayez de vous asseoir, je taxe votre siège. Si vous avez trop froid, j'impose le chauffage. Si vous faites une balade, je crée un impôt sur vos pieds, car je suis le percepteur. Ouais, je suis le percepteur. C'est ce que chantaient donc les Beatles dans les années 60. Vous n'étiez pas né, mais enfin, vous la connaissiez. Si, vous savez, là, c'est maintenant. Et voilà une chanson qui est, Marc, en train de retrouver une certaine actualité dans la France actuelle. Mais le marché de l'art, lui, échappe encore une fois à la menace, même s'il a senti passer le vent du boulet. Hier donc, à l'Assemblée nationale, les œuvres d'art ont échappé de justesse à leur intégration dans l'assiette de l'impôt sur la fortune. Et probablement d'ailleurs en l'honneur de l'ouverture de la FIAC. Christian Eckert, le rapporteur du budget de l'Assemblée nationale, a maintenu jusqu'au bout son amendement en ce sens. Au nom de la Commission des finances, il y a les collectionneurs, les passionnés, mais il y a aussi des personnes, disent-ils, qui utilisent les œuvres d'art comme un moyen de placement. Et il n'a pas tort. Mais le gouvernement a lutté vent debout contre cette mesure et il a obtenu le revirement du groupe socialiste. Une œuvre estimée 50 000 € aurait été taxée à hauteur de 250, fait remarquer le député, ce qui n'est pas lourd. Peut-être, lui répond unanime le milieu, mais cela aurait suffi à provoquer une fuite du patrimoine et surtout, cela aurait été un coup fatal au lent redécollage du marché de l'art contemporain sur une place de Paris qui peine à conserver son rang, qui n'est plus que la 4e dans le monde, on disait tout à l'heure, car la Chine s'est installée en bonne position derrière les États-Unis et la Grande-Bretagne.
Un coup d'intox a même tenté de faire croire l'an dernier que les Chinois avaient ravi la première place aux Américains, mais les enchères faramineuses atteintes par les artistes de l'Empire du Milieu semblent avoir été gonflées pour créer le buzz. On a découvert par exemple, saviez-vous ça, que la maison de vente Poly, la grande maison de vente chinoise qui essaye de concurrencer Sotheby's et Christie, qui cherche à concurrencer, appartenait en réalité à l'armée populaire. C'est quand même assez formidable. Mais qui peut nier, alors comme ça en achetant des œuvres d'art chinoises, vous entreteniez en même temps les achats de matériel militaire de l'armée chinoise. Mais qui peut nier l'excitation que provoquent les nouveaux créateurs chinois? Évidemment, nous, on parle beaucoup de Ai Weiwei, mais il paraît qu'il n'est pas si connu que ça sur place. Mais surtout, moi, je pense à Yue Minjun avec ses espèces de Bouddha hilar, que j'adore, Mu Boyan et ses géants empêtrés, et bien sûr les frères Gao qui sont en train de devenir des vedettes internationales, et puis Zhang Xiaogang qui est vraiment un des meilleurs et dont la cote atteint plusieurs millions d'euros pour chacune de ses œuvres d'art. Il faut dire que la FIAC fait figure de grande dame et passe pour être moins audacieuse que Art Basel en Suisse, la plus grande foire d'art contemporain du monde, et surtout que la Frieze Air de Londres. Peut-être parce que l'art est devenu une valeur refuge dans un monde où la bourse s'est effondrée, où les obligations d'État deviennent suspectes et où l'inflation menace de ruiner l'épargnant, tout particulièrement dans un pays où le gouvernement taxe tout ce qui bouge. La place de Paris se signale par son conformisme. Le magazine Forbes, qui parle plus de fric que d'art en général, l'an dernier se plaignait d'avoir vu à la FIAC surtout, je cite, l'inévitable séquence Murakami, Bourgeois, Fontana, Warhol, Hearst. La dynamique directrice de la FIAC, Jennifer Fay, a des suggestions à faire aux députés de la majorité socialiste. Par exemple, permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts par des donations en œuvres d'art, étendre aux particuliers et aux professions libérales en particulier les déductions fiscales dont profitent déjà les entreprises quand elles achètent des œuvres d'artistes vivants. On en revient au taxman, vous voyez. Mais c'est vrai qu'il serait bien plus intéressant de faire la queue chez le dentiste face à une œuvre de Anselm Kiefer, on peut rêver, plutôt que devant l'inévitable photo du voilier de votre arracheur de dents. En tout cas, si vous héritez d'une fortune, Marc, investissez-la en œuvre d'art. Ça peut rapporter beaucoup plus que de créer une entreprise. C'est beaucoup moins taxé à la revente. Bref, l'ultime moyen de s'enrichir en dormant. Merci Brice Couturier. Votre chronique qui, je pense, va être plus podcastée que jamais avec votre petite chanson. Sur franceculture.fr, réaction, commentaires, désaccords. Je vous voyais lever le sourcil, Jean Deloisy, sur quelques observations de Brice Couturier. Ouais, quelques observations. Donc, d'abord, je pense que, au fond, ce que l'on souhaite tous, c'est qu'en France viennent s'installer des grands artistes. On parle de Kiefer tout à l'heure. Il vit en France. C'est formidable. On a envie que le système qu'on a créé en France fasse que le patrimoine s'enrichisse, que les petits marchands travaillent mieux, que les encadreurs travaillent mieux, que les transporteurs travaillent mieux, et que Wang Yongping, on est heureux qu'il soit là. On voudrait que d'autres artistes chinois viennent là. Il y a des artistes anglais qui viennent s'installer, il y a des artistes américains qui viennent s'installer. On a envie que ça dure. Donc on a envie de créer un contexte dans lequel la France s'enrichisse parce qu'il y a des grands artistes sur place plus qu'ailleurs, et pas le contraire. Et donc c'est quelque chose de très positif, et au fond je crois que c'est l'esprit de cette chronique, c'était un petit peu l'esprit de cette chronique. Voilà ce que je veux dire. Sauf que vous, tout de même, vous avez eu comme cahier des charges, pendant le Palais de Tokyo, de défendre l'art français. On se souvient même d'une intervention de Nicolas Sarkozy, vous disant « Je souhaite que vous défendiez le plus possible d'art français ». Mais en quoi cela est un défi? En quoi, au fond, le Palais de Tokyo aurait pour mission de sauver l'art français, Jean Deloisy? Non, le Palais de Tokyo a l'intention et effectue un soutien aux artistes français, mais on le fait dans un contexte international. Il ne peut pas y avoir de soutien aux artistes français, sinon, en comparaison... Mais c'est quoi un soutien aux artistes français? C'est ce que fait le Centre Georges Pompidou, par exemple, avec à la une de la devanture, si j'ose dire. Avec Bertrand Lavier, Adèle Abdessemed. Bertrand Lavier. Absolument, nous le faisons, nous, avec Fabrice Hibert, Nel Beloufa. Ce sont des artistes tous d'âges différents, et on essaye de les soutenir, mais on les soutient dans un paysage international. On montre en même temps au Palais de Tokyo un jeune Croate, un Anglais, des Américains. On essaie de montrer que dans le langage qu'ils inventent, ils sont largement au niveau des autres. Voilà, on les soutient avec les autres. On soutient une situation, la situation de l'invention. Cela dit, ce n'est pas l'art français qui fait la fortune des maisons de vente, Guillaume Cerutti. C'est plutôt Damien Hirst ou Van Gogh. Que des Damien Hirst, Murakami, les artistes qui ont été cités atteignent des cotes remarquables, que certains collectionneurs en profitent dans le monde, c'est indéniable. Mais résumer le marché, et plus particulièrement le marché français, à cela, c'est totalement inexact. Moi, j'aimerais recommander à vos auditeurs, et vous recommander ici, la lecture d'un petit ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, dont le titre est « Collectionneur ».
L'auteur est Anne Martin-Fugier, c'est aux éditions Actes Sud. Grande historienne, justement, au XIXe siècle, des salons et de la collection. Exactement. Et elle a suivi, comme ça, pendant plusieurs années, 12 collectionneurs français en art contemporain. Et si vous lisez cela, vous serez surpris, au regard de notre débat, par l'abnégation, le courage, l'audace que cela demande, par le fait que ces collectionneurs ont très peu de moyens, que souvent ils collectionnent au-delà de leurs moyens, qu'ils ont des déboires, qu'ils expliquent que collectionner une œuvre d'art, ça entraîne des charges également. Il faut entretenir l'œuvre, la restaurer, l'assurer. Ça ne rapporte rien. Ce n'est pas un placement qui rapporte un loyer ou des intérêts. On l'oublie trop souvent. Donc lorsque, eh bien oui, et cela peut arriver, au bout de quelques années, quelqu'un revend une œuvre et qu'il a contribué à bâtir la cote d'un artiste. Enfin, attendez, Guillaume Cerutti, vous disiez, cela peut être possible au bout de quelques années. Enfin, on n'est quand même pas au pays des bisounours, Guillaume Cerutti. Est-ce que vous connaissez... Quand vous me dites, par exemple, que c'est la passion, la philanthropie, quid de la passion et de la philanthropie, quand parfois on peut, peut-être sans malice, mais observer une sorte de mélange des genres. Regardez, le grand collectionneur François Pinault est aussi actionnaire, gros actionnaire de votre principal concurrent, la maison de vente Christie's. On pourrait se demander si, quand au fond, François Pinault expose une œuvre à la Dogana à Venise, et il n'espère pas éventuellement le mettant en bonne place que s'il revend une de ses toiles par l'intermédiaire de Christie's, la cote monte. Enfin, et puis après tout, pourquoi y aurait-il du mal, je sais bien que la période n'est pas au marché, mais tout de même, pourquoi y aurait-il du mal à dire qu'au fond on peut aimer l'art et spéculer avec? Mais c'est la réalité tout de même. Le cas Pinault, il est particulier. D'ailleurs, il n'est pas unique, il n'est pas particulier, c'est un cas parmi d'autres. Hein. Je crois que vous inversez la logique. Vous pensez qu'on achète dans le but de faire un profit. Non, on achète parce que... C'est ce qu'a dit celui qui a acheté le Richter de Clapton, 26 millions d'euros. Qu'il l'envisageait comme un placement financier. Quand les banques achètent de l'art, la Société Générale, c'est très bien, elle aide beaucoup de galeristes et des artistes. Mais enfin, elle sait aussi qu'il y a matière là à profit et à spéculation. Mais la société, pardon, vous disiez... La Société Générale, mais la plupart des banques. La Société Générale a constitué une collection par sa fondation, qu'elle n'a aucune intention de vente, qu'elle expose et elle contribue également au rayonnement du marché. Je crois qu'on confond beaucoup de choses. On est là dans le cadre d'une fondation... Éclairez-nous, je veux bien que vous le éclairiez. Alors, je termine ce que j'étais en train de dire. L'acte de collectionner, et c'est aussi le cas de François Pinault, je me retrouve dans la situation... travaillant chez Sotheby's, à répondre à une question qui concerne François Pinault. Je suis mal à l'aise, mais je vous le dis très clairement, François Pinault est un grand collectionneur. Bien, mais il collectionne, il collectionne par passion. Il se trouve que les artistes qu'il collectionne prennent de la valeur. Vous ne pouvez pas inverser les choses en pensant qu'il les a achetés dans le but de les revendre ultérieurement pour que cela... Mais sachant qu'il est aussi actionnaire de Christie's, on peut se poser la question. Ça, il faudra que vous lui posiez la question, vous posiez la question à Christie's. Mais moi, je vous réponds que dans l'immense majorité des cas, le fait de collectionner n'est pas guidé par le fait de faire du profit ou de spéculer. Et le dire, c'est faire un résumé, un amalgame qui est vraiment dangereux. Et je le regrette d'autant plus que, comme l'a dit Jean Doisy, on est dans une situation où il y a un continuum. Le marché de l'art travaille au développement d'artistes qui eux-mêmes sont en connexion avec des institutions, avec des collectionneurs qui vont enrichir ces constitutions, et donc fragiliser une partie de l'édifice, eh bien c'est fragiliser tout l'édifice. Caroline Iliachev. Oui, j'écoute avec intérêt votre défense des collectionneurs. Je voudrais vous poser une question sur les galeries. Où il semble quand même qu'il y ait une transformation du rôle des galeries et que l'existence de maisons de vente comme Christie's et Sotheby's y a largement contribué. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Non, c'est le marché qui a changé. Le marché a changé ces dernières années parce que auparavant, jusqu'à il y a une quinzaine d'années, le marché était principalement occidental. On avait les États-Unis, l'Europe. Depuis une dizaine d'années, le marché est devenu mondial. Et donc, effectivement, les entreprises comme Sotheby's, mais également les grandes galeries qui souhaitent encore une fois, trouver un marché, favoriser le développement des artistes qu'elles défendent, eh bien, elles doivent s'adresser au monde entier. Donc, elles ont dû gagner en taille critique. Et donc, on a vu émerger, à côté de Sotheby's, de Christie's, 2 ou 3 maisons chinoises qui ont la chance de s'appuyer, elles, sur leur marché domestique, qui est tellement important. Et puis, des galeries comme Gagosian, comme Emmanuel Perrotin en France, et d'autres, qui ont compris qu'il fallait qu'ils aient un réseau mondial pour exister. Donc, c'est le marché qui a changé. Ce n'est pas Sotheby's et Christie's qui ont amené les galeries à changer. Jean Deloisy et Brice Couturier. Les galeries n'ont pas seulement un rôle par rapport au marché, elles ont un rôle aussi de soutien réel aux artistes. C'est-à-dire que quand un artiste doit créer une œuvre
œuvres parfois invendables parce que trop grandes. Les galeries s'y engagent. Je vois pas. J'ai vu la chose avec Perrotin, avec Ropac, et là, lors de la dernière Monumenta d'Anish Kapoor, l'œuvre a été produite par Kamel Menour. C'est une œuvre qui faisait, je sais pas, plusieurs milliers de mètres carrés. Elle était absolument invendable. Donc c'est-à-dire que l'artiste rend possible, la galerie rend possible un événement que l'artiste n'aurait jamais pu faire sans. Et très souvent, elle s'engage également auprès d'institutions plus pauvres, etc., pour aider à ce que les expositions puissent avoir lieu. Donc elles ont un rôle qui est positif. Et il n'y a pas concurrence entre les galeries aujourd'hui et les maisons de vente aux enchères qui ont le droit, elles aussi, de vendre la vente gré à gré d'œuvres d'art? Nous sommes concurrents et partenaires. C'est un marché un peu particulier. Évidemment, nous sommes concurrents, comme chacun l'imagine et comme vous le dites, mais les galeries et les marchands sont aussi acheteurs et vendeurs dans nos ventes. Donc, nous sommes également dans des relations de clientèle. Brice Couturier. Le dernier chiffre que j'ai, il date de 2009, c'est un petit peu vieux, mais il donnait que les ventes en galerie représentaient 66% du marché de l'art contemporain et les ventes publiques seulement 34%. C'est intéressant, d'une part, il y a deux choses qui m'intéressent dans cette affaire, c'est que les deux grandes maisons d'art contemporain, les deux grandes maisons de vente sont anglo-saxonnes. Christie's, Sotheby's. La France a été incapable d'en créer une qui soit de ce calibre. Deuxièmement, tous les gens qui connaissent un peu ce marché disent que Drouot, c'est quelque chose qui était censé être notre grande, notre sous-marin, notre porte-avions, finalement, est très très peu dynamique. Vous vous souvenez de l'époque où Pierre Berger a proposé de racheter Drouot, et c'était probablement une solution. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Drouot, c'est une vieille machine qui a l'air extraordinairement. Et alors, on a libéralisé un petit peu avec. Saluons nos amis de Drouot qui est en ce moment. Enfin, tout le monde le sait, quoi. C'est quelque chose qui est tourné, qui est enfermé de manière très très défensive intramuros et qui est très peu ouvert sur l'extérieur. Alors, comme vous venez de le dire, le marché de l'art, il est mondialisé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour que la France, vous venez de nous dire, maintenant il y a des maisons de vente chinoises, il y a des maisons de vente anglo-saxonnes, il n'y a pas de maison de vente française. Il y a Drouot, ce vieux machin. Écoutez, merci encore pour Drouot. Je vous en prie, Guillaume Cerruti, je rappelle que vous êtes le président directeur général de Sotheby's France. On va se livrer à cet exercice dit de l'Uchronie. Que se serait-il passé si à un moment donné, d'autres choses avaient été faites? Si Berger avait racheté, par exemple. Alors, il y a eu 3 occasions manquées. Dans les années 60, on dit que des commissaires-priseurs français sont allés à New York et ont eu la possibilité de racheter Park Bennett, qui est devenu ensuite Sotheby's. Et ils ont estimé que finalement, non, le marché n'irait jamais aux États-Unis, et ils ont renoncé à cette acquisition. Et puis dans les années 70-80, au moment où il y a eu une première phase d'internationalisation du marché, la France, au lieu d'accueillir des ventes internationales sur son sol, a fermé ses frontières, puisque vous savez qu'une maison comme Sotheby's n'est autorisée à vendre en France que depuis 2001. Donc nous avons dû vendre depuis Monaco, et donc deuxième occasion manquée. Et puis troisième occasion manquée, effectivement, en 2000 ou 2001, lorsque Pierre Berger a proposé une solution de rachat de Drouot, cela n'a pas fonctionné. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui à la France. Il lui manque d'abord d'avoir pris le virage de l'internationalisation suffisamment tôt, et nous avions des atouts extraordinaires pour faire face à la France, est le pays par excellence de l'art. Nous avons raté cette occasion, et puis nous manquons d'un champion national. Vous avez raison de dire que finalement, le Royaume-Uni a une entreprise qui s'appelle Christie's, même si aujourd'hui elle est possédée par des capitaux français. Néanmoins, ça reste génétiquement une entreprise très anglaise. François Pinault. François Pinault, son siège est à Londres. Nous avons une entreprise qui est américaine, Sotheby's. Son siège aujourd'hui principal est à New York. La France devrait avoir évidemment une entreprise de ce niveau. Cela aurait dû être Drouot. Mais Drouot, comme vous le savez, est une constellation d'individualités, certes très talentueuses, mais qui, mises ensemble, ne permettent pas à cette marque d'avoir une stratégie mondiale. Voilà, il n'y a pas de salle d'exposition de Drouot aux États-Unis, en Chine, qui permettrait à la France... Trop de soldats de plomb et de meubles, vous ne croyez pas? Le marché d'art, vous savez, le marché de l'art, c'est en réalité, on parle improprement du marché de l'art. Il y a un ensemble de marchés de l'art. Chaque discipline est différente. Il n'y a rien de différent, de plus différent que les livres et manuscrits et l'art contemporain. Jean-Christophe Castellin, le Journal des Arts. Oui, je voudrais revenir d'un bond et poser une définition pour les auditeurs sur les artistes et sur le marché de l'art contemporain. En réalité, il y a 2 marchés. Ce qu'on appelle le premier marché et le second marché. Et parfois, on mélange un petit peu les choses. Les grandes maisons de vente
vente font de la revente d'artistes contemporains. Et on sait bien, vous avez cité tout à l'heure François Pinault, qu'il y a le phénomène du pédigré. Quand François Pinault achète un artiste contemporain, tout le monde a derrière racheté cet artiste en pensant que sa cote va monter. Donc il y a évidemment des phénomènes spéculatifs sur ce second marché, et c'est là où effectivement les grandes maisons de vente sont assez performantes. En revanche, il y a tout ce premier marché qui est celui des galeries, qui font un travail formidable de défrichage, qui vont rechercher des jeunes artistes, qui crèvent la dalle, qui vont rechercher des jeunes artistes, qui ont un œil critique, qui vont faire un travail de promotion de ces jeunes artistes. Et je pense qu'il faut bien séparer les deux marchés. Alors, justement, je vous propose d'écouter, si je retrouve tout d'un coup mes notes, voilà, je vous propose d'écouter une jeune galeriste, justement, qu'a rencontré Tanguy Blum, qui explique, au fond, pourquoi il faut partir parfois ailleurs, c'est-à-dire défendre les artistes français, mais peut-être les défendre ailleurs comme, justement, qui sait, la Chine. Alors c'est sûr, si on compare aux Américains qui ont une sorte d'hégémonie et puis après les années 50 ont décidé que ils allaient pousser leurs artistes, donc dans les années 60, 70, 80, avec des collectionneurs qui soutenaient beaucoup. Je pense que néanmoins on est toujours très complexé en tant que Français, il faut pas se plaindre. On a des très bons artistes, on a des bons collectionneurs, peut-être sont-ils plus discrets et parlent-ils moins d'argent, ils se vantent moins de leur collection que d'autres, mais ils soutiennent énormément les artistes. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'ils les soutiennent quand ils sont jeunes. Et c'est là que les artistes ont vraiment besoin, je dirais, de ces premières graines, ce premier coup de pouce, parce que c'est là que c'est très compliqué et que justement c'est là qu'il faut des collectionneurs locaux, parce que c'est pas l'orifissime international comme on l'appelle qui va venir l'aider. On a et en particulier des gens extrêmement discrets en province qui vont produire des œuvres pour les artistes, qui vont leur faire des commandes spécifiques, et je parle de personnes privées, alors qu'ils le font par goût de l'œuvre, parce qu'ils ont envie d'en acheter une, mais aussi ils savent très bien qu'ils le soutiennent comme ça. Voilà, Magda Daniche, donc galeriste parisienne depuis 99, qui vient d'ouvrir un deuxième espace à Shanghai et qui, notamment, voulait expliquer, entre autres, cette idée de, à la fois, être français et être très international. Moi, je voudrais comprendre une chose de l'intérieur. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler. Vous le connaissez, je crois que c'est un ami à vous désormais. Mais par exemple, la fabrication d'un artiste qui devient tout de même une star et sur lequel, pardonnez-moi, on va aussi évidemment spéculer. Je parle d'Anish Kapoor. Bien avant qu'Anish Kapoor soit très à la mode, vous le connaissiez depuis, j'allais dire toujours, la fin des années 70. Et vous avez vu, je pense, pas à pas, vous y avez d'ailleurs aussi un peu contribué à son ascension, au sens à la fois sur la place de l'art et sur la place des marchés de l'art, Jean de Loisy. Et qui était Anish Kapoor quand vous le rencontrez à la fin des années 70 ? C'est un artiste qui avait passé une partie de son enfance en Inde et qui s'était installé après un passage en Israël, donc à Londres, et qui fait un travail tout d'un coup qui ne ressemble pas à ce que l'on voit, c'est-à-dire de la couleur, pas de bronze, pas d'acier, mais un travail très immatériel fait de pigments posés sur des structures. Et donc, quasiment invendable. L'arrivée de la couleur à ce moment... Pourquoi ? Alors ça veut dire quoi ça ? Pratiquement Le quasiment invendable, ça veut dire quoi ? Pratiquement invendable, ça veut dire qu'à la fin des années 70, acheter une œuvre qui était faite de poudre sur laquelle on soufflait, et si on le soufflait, l'œuvre disparaissait, c'était assez difficile à imaginer. Donc aujourd'hui, ce sont des choses que l'on peut supposer et qui sont beaucoup plus dans les mœurs, si j'ose dire. Par exemple, quand on achète une œuvre lumineuse de James Turrell, moi j'ai montré Turrell à la fin des années 70, au début des années 80, c'était impossible de se dire je vais acheter un halo de lumière. Aujourd'hui, on peut le comprendre. Donc, tout d'un coup, il y a une sorte de compréhension de l'acquisition d'immatérialité qui est intéressante. Kapoor était un petit peu... Cette compréhension, ça n'est qu'une affaire de mode et qui peut se démoder, ou c'est une autre affaire plus profonde ? C'est une affaire plus profonde, c'est une affaire d'intelligence aussi, je pense. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'œuvre n'est pas seulement de la matière organisée, qu'on peut aussi... ça peut être une simple idée. Quand on a acheté quelques années auparavant, mais très peu, ça concernait très peu de gens, les zones de sensibilité immatérielle d'Yves Klein, par exemple, donc un petit peu de poudre d'or qu'on jetait dans la Seine en échange d'un certificat, eh bien c'était un petit peu dans le même esprit. Donc Anish était un petit peu dans cette zone-là. Mais ce qui s'est passé avec Anish Kapoor, c'est pas une tactique ou une stratégie qui a réussi, c'est effectivement un marchand très inventif et très audacieux à l'époque, qui était Nicholas Loxdale, la Lisson Gallery, et qui s'est emparé des 3 ou 4 artistes les plus prometteurs du moment et qui a fait surgir donc des artistes comme Tony Cragg, Richard Deacon et quelques autres qui sont devenus des stars du marché. Mais c'est que tout d'un coup il a fait... Anish Kapoor est arrivé avec
avec une œuvre extrêmement sensible, que tout le monde pouvait aimer, qu'il était facile de rencontrer parce qu'elle s'adressait directement au sens. On avait l'impression que la sensation était plus importante que l'intellection. Et du coup, il y a eu une sorte de succès. Et pourtant, derrière ce travail, il y avait un homme d'une culture internationale qui était peut-être une préfiguration de ce qu'est la mondialisation. Et puis c'est vous qui l'avez notamment installé, si j'ose dire, dans le Grand Palais pour la Monumenta 2011. Oui, on a fait une Monumenta qui a été un moment extraordinaire et très partagé. C'est un moment justement de communion de toute une population sur une œuvre dans laquelle chacun pouvait accéder. Donc c'était un moment assez particulier, je pense. On s'est rassemblés autour d'une forme qui nous a tous stupéfaits, mais qui nous concernait tous. Voilà, et puis signalons que ce sera justement, je crois, sous la bannière Kamel Menour qu'il y aura à la FIAC cette année, sous la verrière du Grand Palais, un nouveau... Vous l'avez vu, vous le connaissez, ce nouveau Capour? Je ne sais pas celui qu'il va montrer. Je viens de voir une exposition à Londres il y a 2 jours avec Capour et qui était très stupéfiante. Et c'est pas du tout le Capour qu'on connaît, il se renouvelle sans arrêt. Monumenta, c'est terminé à cause des budgets. J'ai compris que ça avait été reporté d'1 an et donc que ça reprendrait dans 1 an. C'est une manifestation internationale. J'espère qu'on n'aura pas la bêtise d'arrêter ça. Guillaume Cerruti, ça fait un grand coup, là aussi, dans le milieu de l'art. Monumenta était vraiment une des manifestations ces dernières années qui s'est très bien installée dans le paysage français, qui se tient dans un lieu particulièrement adapté à cet événement, le Grand Palais. Donc, je crois qu'on parle de report de la prochaine édition, mais je ne pense pas qu'on parle d'annulation. Si c'était le cas, ça serait vraiment fâcheux. Alors, d'ailleurs, ça ne veut pas dire que c'est la crise de l'art, mais que c'est la crise des finances publiques, entre autres, évidemment, qu'on reporte Monumenta. Caroline Eliachef. Oui, on a parlé donc de la taxation qui n'aura pas lieu des œuvres d'art, mais il y a un autre sujet, me semble-t-il au moins aussi important, qui est l'articulation des fonds publics et des fonds privés, où en France, je veux dire, on n'est pas, les musées publics ou l'État n'est pas fier de recevoir de l'argent du privé, alors qu'il ne peut absolument pas s'en passer. Et là, on peut se demander s'il ne faut pas changer quelque chose un petit peu dans les mentalités et au contraire, non seulement favoriser, mais apprécier les institutions ou les particuliers qui veulent aider les musées ou les achats, etc., évidemment en contrepartie éventuellement une diminution de leurs impôts. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Jean Deloisy. Écoutez, nous, c'est un sujet qui nous touche particulièrement au Palais de Tokyo parce que 50%, nous devons faire 50% de ressources propres, ce qui est peut-être le maximum dans le domaine institutionnel en France. Effectivement, cette question. Voilà. Et donc, on a affaire en permanence à des entreprises, à des mécènes, à des personnalités qui viennent nous aider. Je trouve qu'elles ne sont pas très bien traitées, justement. Alors, au Palais, elles sont merveilleuses. Non, mais d'une façon générale. D'une façon générale, c'est plus difficile. Et donc, il y a une sorte de grande méfiance à l'égard de l'implication de fonds privés à l'intérieur des musées. Et cette méfiance est justifiée par quelque chose qui existe dans le monde anglo-saxon, justement. C'est l'influence des trustees sur la programmation. Et donc, je pense que la limite est exactement là. C'est-à-dire, c'est très important d'avoir des mécènes, c'est très important d'avoir des partenaires. On essaye de considérer que ce ne soit pas des sponsors, c'est pas seulement des gens qui font du bénéfice d'image sur le dos des artistes, mais des gens qui aident vraiment l'institution, et surtout des gens qui n'influencent en rien la programmation. Il faut que la programmation reste libre et indépendante. Mais dans la mesure où vous avez besoin d'argent, on peut se demander pourquoi vous avez abandonné le principe des galeries marchandes qui devaient s'installer au Palais de Tokyo. Ça ne nous aurait pas amené de l'argent, ça aurait simplement parasité notre programme par d'autres choses. Vous les auriez loués, vous auriez fait des baux. Oui, mais autant faire. Je préfère pas. On invite en ce moment la Galerie des Multiples, c'est-à-dire un éditeur d'œuvres d'art pendant 1 an et l'année prochaine un autre. Mais je préfère faire quelque chose de très précis sur quelqu'un qui a une aventure particulière à dire ou à annoncer que de faire justement un marché. On n'est pas le lieu du marché, on est le lieu de l'invention. Jean-Christophe Castellin, vous voulez donner quelques chiffres? Deux chiffres pour éclairer le débat et rebondir sur ce que dit Mme Eliachef. Dans le budget 2013, le budget d'acquisition nationale des œuvres est de 8 millions d'euros. Il a été divisé par 2. En revanche, les réductions d'impôts prévues dans le cadre d'une acquisition d'un trésor national sont 2 fois plus supérieures, de 16 millions d'euros. Donc en fait, l'État favorise la défiscalisation pour l'enrichissement des collections publiques, plus que le financement direct des acquisitions.
Brice Couturier. Oui, on a beaucoup parlé fric, je voudrais parler contenu et œuvres d'art. Après tout, on est à France Culture. C'est-à-dire qu'on le fait toute la journée, oui, ça, à vrai dire. Donc de temps en temps, mais écoutez, moi j'ai une expérience personnelle. J'ai passé 1 heure dans une chambre d'hôtel avec Jeff Koons en 1991. C'était en tout bien tout honneur, Marc. C'était pour une interview. C'était une interview que je faisais pour un canard dont je m'occupais à l'époque. Or, en sortant de cette interview, je me suis dit, j'ai eu affaire. Je croyais rencontrer un grand artiste parce qu'il avait déjà une réputation qui montait. Lui pensait rencontrer la Ticciolina. Il a vu Couturier, il était un peu déçu, je comprends. Moi, je me suis dit en sortant que j'avais affaire à un yuppie, à un trader, à un publicitaire, à un homme de marketing ou à une pop star. Je me demande si, à l'époque, évidemment, il s'agissait de la montée en puissance de ce milieu des traders de la City, et c'est eux qui faisaient le marché en réalité, parce que c'est eux qui achetaient les œuvres de Jeff Koons, parce qu'elles étaient ludiques, elles étaient rigolotes, c'était des gadgets. On est dans une époque post-crise. Les traders ne font plus la loi. Ce ne sont plus eux qui dictent l'esprit général à nos sociétés. Quels sont les artistes aujourd'hui qui pourraient incarner un esprit post-crise comme ça, et qui sort de cet hédonisme ludique qu'on a tellement connu dans les années 90 et 2000 ? Tout le monde se tourne vers Jean Deloisy. Oui, c'est le goût de la beauté. Hein. Le goût de la beauté, oui. La beauté, vous allez voir dans quelques jours le prix Marcel Duchamp, par exemple, qui va être remis cette année, qui a pris une certaine importance dans le milieu des collectionneurs, dans le milieu des amateurs, et qui est très observé. On a cette année plusieurs artistes, je pense à Devoir et Giquel ou Franck Scurti, qui sont certainement les plus excitants de cette première présélection. C'est des artistes qui n'ont rien à voir avec l'expression simplement d'un certain cynisme auquel vous faites allusion, et qui est peut-être d'ailleurs exagéré de votre point de vue, et peut-être légèrement exagéré, souligné avec humour, parce que il me semble qu'il y a derrière ce cynisme aussi une sorte de caricature de ce qu'est la société américaine. On dit ça de Warhol, oui. On dit ça de Warhol, mais à juste titre. Je pense que Warhol est une figure assez Dans le cas de Warhol, c'est plus probant. Dans le cas de Jeff Koons, j'ai du mal à le croire. Mais enfin. Guillaume Cerruti. Je pense qu'à l'époque où Warhol était vivant, on aurait pu entendre sans doute les mêmes critiques on les venant. Donc je crois qu'il faut faire preuve d'humilité. Par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas déduire du fait qu'un artiste a du succès commercialement le fait qu'il n'est pas un artiste important. Regardez l'exposition Richter qui a eu lieu au Centre Pompidou récemment. Magnifique. Richter aujourd'hui est l'artiste contemporain vivant le plus cher aux enchères. Vous l'avez cité tout à l'heure en parlant de l'œuvre qui venait de la collection d'Eric Clapton. Pour autant, c'est un artiste qui a une réflexion sur la société allemande, sur la société en général, qui vraiment force l'admiration et qui crée de l'émotion. Donc je crois qu'il ne faut pas résumer les choses ou les caricaturer. D'ailleurs, parlons de contenu, nous rappelle Brice Couturier, au cas où on l'aurait oublié. Nous reparlerons de ça après l'émission, cher Brice. La FIAC, cela dit, puisque nous avons justement parlé beaucoup d'argent, ça n'est pas effectivement qu'une question de marché. Il faut dire que la FIAC, par rapport à Frieze à Londres, qui vient de se terminer, qui a, paraît-il, laissé un goût un peu décevant dans les visiteurs qui y sont allés, est un événement, dites-vous, tout de même socioculturel, alors qui n'est pas donné, c'est tout de même 40 € la place, mais on voit à son succès que malgré tout, cette 40 € d'entrée ne désespère pas les visiteurs, et qu'il y a au fond de la part des organisateurs, Jean-Christophe Castelin, l'idée de faire quelque chose aussi qui soit d'abord itinérant et qui propose des œuvres dans Paris, en dehors même au fond d'un simple intérêt, on dira commercial. Oui, tout à fait. S'il y a 80 000 personnes qui vont à la FIAC, c'est qu'au fond, c'est un vaste musée où on va trouver un panorama de la création contemporaine. C'est pas tout à fait le conformisme, ce que vous disiez, Brice Couturier, puisque par rapport à Frieze, que l'on souligne... C'est Frieze qu'on a trouvé conformiste cette année. C'est Frieze qu'on a trouvé conformiste parce que justement, il y a une bouture de Frieze qui s'appelle Frieze Master, qui rassemble dans un seul lieu les arts premiers, l'art moderne, l'art ancien et l'art contemporain. Donc c'est plutôt Frieze aujourd'hui qui va sur un art beaucoup plus traditionnel. Je pense que la FIAC est rentrée dans le top 3 des grandes foires d'art contemporain. Il est vrai qu'il y a un formatage de l'art contemporain aujourd'hui et que les grandes foires sont obligées de s'adapter. Pour répondre à votre question plus précisément, Marc, il est vrai que la FIAC n'est pas simplement un événement marchand, ça déborde du Grand Palais, il y a des installations un peu partout, au Jardin des Tuileries, au Jardin des Plantes et tout un programme de colloques. Ça, c'est la première des 6 partitas de Bach. Jean Deloisy, ça coûte combien, ça, d'après vous, ce qu'on entend là? Ça coûte quelques minutes d'attention. Tiens, puisque vous êtes avec Philippe Trétiac, ça coûte combien, ça? Aucune idée, cher. Je comprends pas bien la question d'ailleurs, mais... Castelin. La partition, sans doute 1 million d'euros. Ah, la partition, voilà, évidemment, il était au courant à l'avance. Oui, parce qu'en fait, on va vendre cette partition. Alors, Christie's, il y a quelques mois, a vendu la partita, l'opus 6 des 6 partitas de Bach, mais Sotheby's vend ce soir ou demain, ce soir,
Non, c'était hier. C'était hier. Ah, pardon, celle-là, elle a été vendue hier? Ah, bah écoutez, pardon, je pensais que c'était les claviers Ubung de Bach ont été vendus hier pour, je crois, 240 000 euros. Et tout cela dans le cadre de la vente de la collection d'André Meyer. André Meyer était un homme exceptionnel qui a collectionné la musique toute sa vie. Il était dévoré par la passion musicale. Il a commencé à collectionner à 15 ans. Il a collectionné jusqu'à son dernier souffle. Il est mort en 1974. Il a beaucoup donné à la Bibliothèque nationale de France. Une partie de sa collection est dispersée par un de ses fils chez Sotheby's. C'est un immense événement qui a commencé hier et qui se continue aujourd'hui. Voilà, qui sont donc toutes sortes de manuscrits, imprimés, œuvres d'art, manuscrits de la collection André Meyer. Oui, pardon, c'est vrai que ça a commencé hier. Et alors, par exemple, est-ce que ça a été vendu au prix que l'on pensait qu'il fallait le vendre? L'estimation était, je crois, 100 000 euros. Et donc le prix a été de 240 000 euros. Mais vous savez, pour des œuvres aussi rares, quel est le prix? C'est impossible à dire. Il y a 2 ou 3, 4 collectionneurs qui voulaient absolument s'acheter ce moment d'histoire musicale, ce moment d'histoire tout court. Donc moi, j'étais incapable de prédire le prix et je suis très content du succès de cette vente. Merci Guillaume Cerruti d'avoir accepté notre invitation Matin de France Culture. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Sotheby's France. Merci à vous Jean Deloisy, le Palais de Tokyo. Imaginez l'imaginaire. Bon, il y a beaucoup, vous exposez beaucoup, hein, évidemment, d'artistes. Je ne les citerai pas tous. S'il y en avait par exemple, un ou deux, quitte à vous faire ennemi avec les autres, qu'est-ce que vous nous diriez d'aller absolument voir au Palais de Tokyo? L'exposition de Fabrice Hibert, voilà, extrêmement Fabrice Hibert, oui. Joyeuse, inventive, voilà. Je voudrais me joindre à cette appréciation. Fabrice Hibert est vraiment un artiste rare, intelligent et qui se développe et vraiment... C'est formidable de voir ce qui est fait au Palais Tokyo et dans plusieurs autres lieux, puisqu'il est présent également à la Fondation Magde, il est présent à l'Institut Pasteur, et au Magval. Et au Magval en même temps. Et puis, dernière chose, une question quand même, que pouvez-vous faire pour aider les Francs-Comtois lit-on dans Le Point. Rendez-nous notre Courbet. Vous êtes au courant de cette histoire? Bataille pour un chêne. Le président du conseil général du Doubs, le socialiste Claude Jeannereau, a lancé un appel public à l'épargne afin de ramener chez lui un tableau de Gustave Courbet, le chêne de Flagey, peint en 1864 et qui appartient à un collectionneur japonais qui souhaite s'en séparer. Mais la chose coûte 5 millions de dollars, un peu plus de 4 millions d'euros. Et Michel Jeannereau, qui dit qu'il n'a pas le début d'un centime d'euro à consacrer à ça, voudrait tout de même que l'œuvre revienne aux Francs-Comtois. Que faut-il faire dans ces cas-là, sachant que l'État n'a pas un rond non plus pour cela? Depuis 2003... Jean Deloisy va faire une vente imaginaire, mais ça ne va pas aller assez loin. Je vais vous répondre. Ouais. Depuis 2003, et la loi sur le mécénat, dite loi Ayagon, une œuvre comme celle-ci, qui même se trouvant à l'étranger, est déclarée d'intérêt patrimonial majeur, peut faire l'objet d'un acte de mécénat d'une entreprise qui permet à l'entreprise de déduire 90% des sommes qu'elle apporte de son impôt sur les sociétés. Et donc je pense que sans doute cette œuvre de Courbet, qui semble importante pour notre patrimoine, pourrait bénéficier de ce statut. Alors ils ont rassemblé pour l'instant 2,8 millions d'euros. Il reste encore plus d'1,4 million d'euros à trouver d'ici le 15 novembre. Voilà, le chêne de Courbet reviendra-t-il aux Francs-Comtois?